tous, je suis Virginie Graziani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison, toujours avec des podcasts dédiés à la gestion des talents. Pour cette deuxième saison, je vous propose d'aborder les choses sous un nouvel angle. En effet, je partage le micro avec une invitée prête à nous livrer un formidable retour d'expérience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Nolwenn Bernache-Assolan, coach en management depuis 15 ans. Bonjour Nolwenn. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors Nolwenn, tu es paléontologue de formation. Aujourd'hui, tu disposes de plus de 15 ans d'expérience en tant que consultante, experte en management du changement et de l'innovation. Tu vas partager avec nous une manière assez unique de faire rayonner notre leadership naturel. Et avant la fin du podcast, tu nous livreras également 3 conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaitent gagner en efficience au quotidien. Alors, pour commencer, Nolwenn, je te laisse nous présenter ton parcours. Merci Virginie. Alors effectivement, mon parcours est assez atypique. Je suis coach en leadership, consultante en management et également conférencière. J'ai créé mon entreprise en 2012, d'abord à Paris, où j'ai eu l'opportunité de créer le dispositif de formation au management interculturel pour les ambassadeurs du ministère des Affaires étrangères. J'interviens beaucoup à Paris pour des fonds d'investissement, encore des dirigeants d'entreprise, et j'ai la grande chance d'être installée à Lyon depuis 5 ans à présent. Et j'y évolue professionnellement, par exemple dans le monde industriel, celui de la santé, du domaine pharmaceutique. Et ma spécificité, c'est qu'à l'origine, je voulais être archéologue. J'ai fait mes études au Muséum national d'histoire naturelle en paléoanthropologie. En fait, je voulais être Indiana Jones à la base. Après avoir quitté les chantiers de fouilles, j'ai gardé cette passion qui est très présente dans ma pratique aujourd'hui. J'aborde le leadership et le management avec une perspective temporelle qui est particulière. Et elle est centrée sur les besoins fondamentaux de notre espèce. C'est cette approche que je suis venue partager aujourd'hui et j'en suis ravie, Virginie. Alors Nolwenn, tu appliques les leçons d'histoire au management. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'était comment le management à la préhistoire ? Alors c'est difficile d'avoir des traces concrètes des modes d'organisation à la préhistoire. Ce sont surtout des camps temporaires, des restes de camps temporaires et puis éventuellement l'étude des structures permanentes de villages qui peuvent nous donner une indication sur la manière dont les groupes se structurent. On peut aussi étudier des peuples nomades historiques plus récents donc, dont on a des traces écrites par exemple et qui vont nous fournir des éléments de comparaison. Mais bon, globalement, tout peut être imaginé. Un point important a été relevé récemment par Marilène Patoumatis, une préhistorienne qui questionne la place des femmes dans les sociétés anciennes. Eh bien, elle affirme, preuve archéologique à l'appui, que les femmes étaient chasseuses et guerrières tout autant que les hommes. Enfin, presque tout autant. De nombreuses tombes nous en donnent la preuve. On peut donc dire que l'égalité homme-femme existait dans le management à la préhistoire. Alors actuellement, quand je vois qu'il y a 23% de femmes dans les codires du CAC 40 en France, je trouve qu'on fait quand même beaucoup moins bien que nos ancêtres et qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Oui, effectivement, comme quoi nous avons plutôt régressé que progressé. Alors Nolwenn, comment tes études sur l'évolution de l'espèce t'ont amené au management et surtout au leadership ? Eh bien, comme je te le disais, j'ai fait mes études de préhistoire au Muséum national d'histoire naturelle en lien avec l'Institut de paléontologie humaine. Et alors à l'époque, je ne connaissais rien, ni au management, ni au leadership. Et pourtant, je l'ai découvert et pratiqué pendant les chantiers de fouilles, l'été. Dès l'âge de 20 ans, j'ai encadré des équipes de fouilleurs, parfois beaucoup plus âgés que moi, et ça se faisait très naturellement. Pourtant, nous vivions dans des conditions parfois franchement rudes, dans des camps sans eau, sans électricité, on se lavait dans les rivières, on partageait les corvées de bois, de cuisine, de lessive. Bon, en fait, on vivait un peu comme ses ancêtres dont on cherchait les traces. Ce que j'ai compris à l'époque, c'est que l'essence du management, c'est la relation de confiance que l'on crée, l'attention que l'on porte à l'histoire de l'autre et à ses besoins. Avec la fatigue, parfois même un peu avec la faim, et alors qu'on creusait sous le cagnard toute la journée, les jambes repliées sur notre mètre carré, eh bien les tensions pouvaient très vite dégénérer en conflit. Du coup, j'ai beaucoup pratiqué la médiation et j'ai appris à consolider le groupe à partir des points de friction, en travaillant à chaque fois la recherche de la réconciliation. Bon, du coup, rapidement, je me suis quand même ennuyée toute l'année dans l'obscurité des laboratoires avec mes squelettes. Alors, je suis passée de l'autre côté, du côté des musées, et j'ai commencé à former aux pratiques muséales et à la vulgarisation scientifique. Bon, c'est là que j'ai découvert mon premier métier, la formation. Et puis ensuite, je me suis formée au coaching et j'ai ajouté cette pratique à mes interventions. Alors du coup, aujourd'hui, quelles sont tes activités principales ? Mon activité principale, c'est le coaching de dirigeants. Je les accompagne à trouver leur posture naturelle de leadership, c'est-à-dire celle qui va coller à leur personnalité et leur permettre d'agir avec simplicité, avec authenticité et le plus de sérénité possible. J'anime également des séminaires de formation pour confier aux managers les clés de leur pratique. Et puis j'anime aussi des conférences sur le leadership et le management. Et il me semble que l'une de tes conférences rencontre un petit succès inattendu.
Absolument. En ce moment, j'anime une conférence qui me plaît beaucoup. Je suis revenue à la racine de ma vocation et je l'ai appelée Atelier d'étirement temporel. C'est une conférence dans laquelle j'invite à réincarner la dimension temporelle en entreprise. On fait même tous ensemble un voyage dans le temps. Aujourd'hui, notre relation au temps est vraiment dénaturée et c'est la cause de très nombreuses souffrances au travail. J'ai présenté cette conférence à la ville de Paris récemment, elle a beaucoup plu et j'ai été invitée au comité stratégique de la ville pour travailler cette réappropriation du temps, à la fois pour les équipes, mais aussi au niveau de la ville. Et Nolwenn, comment tu définis le management du coup par rapport à ta pratique aujourd'hui ? Eh bien, j'enseigne un management écologique, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas un modèle clé en main. Il y a des outils qui vont permettre à chaque manager d'ajuster leur gestuelle managériale à leur environnement, à la typologie de l'équipe et puis à la nature des missions. Pour moi, un manager écologique, c'est quelqu'un qui sait s'adapter avec efficacité aux variables de son environnement. Mes interventions, elles ont toutes pour objectif de simplifier la vision du management et de proposer des clés qui vont être facilement utilisables. Mon credo, c'est que si c'est compliqué, ce ne sera pas appliqué. Je partage complètement cette vision dans la transmission et notamment en formation. L'objectif est vraiment de pouvoir s'approprier les méthodes, les outils et de pouvoir les appliquer de manière très concrète. Bah oui, tout à fait. Et je voudrais rappeler que nous n'avons pas beaucoup évolué en tant qu'espèce depuis la dernière révolution cognitive, il y a environ 70 000 ans. Nos besoins fondamentaux sont restés les mêmes et il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Ce qu'il faut, c'est créer des collectifs qui répondent à notre identité d'homme. Et c'est ça pour moi, le management humain. Et j'ai d'ailleurs identifié 8 voies naturelles pour pouvoir construire un collectif de travail vraiment humain qui vient solliciter nos aptitudes incroyables à la coopération. Alors du coup, Nolwenn, là je suis très curieuse. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ces 8 voies naturelles pour construire un collectif de travail humain ? Alors je vais essayer de bien me résumer. Ma première voie, celle que je propose, c'est la voie temporelle. L'objectif étant de construire un collectif dépressurisé, qui va pouvoir avancer avec efficacité et sérénité. La seconde voie, c'est la voie narrative, qui permet aux leaders de construire une vision commune. Parce que pour moi, c'est un préalable vraiment essentiel à la motivation. La troisième voie, elle est structurelle, car sans cadre, il n'y a pas d'action coordonnée et il n'y a aucun sentiment de sécurité, ni pour le manager, ni pour l'équipe. La quatrième voie, c'est la voie de l'autonomie, qui va permettre à chacun de se sentir en compétence, de se sentir en puissance par rapport à son action. C'est là qu'on va parler d'empowerment, ou plutôt d'empouvoirment, si on veut parler comme les Québécois. La voie 5, c'est celle de la coopération. Je disais juste avant que nous avons des aptitudes incroyables à la coopération. Mais cela ne va pas de soi. On coopère parce qu'on n'a pas le choix et pas parce qu'on est généreux en soi. Et c'est donc au manager de créer les conditions de l'entraide au sein de son collectif. La sixième voie, c'est celle de la communication. C'est pratiquement la principale mission pour un leader, à mes yeux. Celle de créer des relations interpersonnelles de qualité entre lui et les membres de son équipe, mais aussi de réguler les échanges au sein du collectif. La septième voie, c'est celle de la réconciliation. Moi, je ne forme pas vraiment à la gestion des conflits. J'apprends aux personnes à se réconcilier. C'est une autre voie, c'est une autre orientation qui est beaucoup plus pérenne. La huitième voie, pour terminer, c'est celle de l'adaptation. Je pense qu'on peut dire qu'on est les champions de l'évolution. Et donc, nous possédons ce génie de l'évolution en nous. Ma pratique a pour objectif de construire des collectifs évolutifs et adaptatifs. Parce que pour moi, c'est la condition de la survie dans un environnement très mouvant, très changeant. Alors Nolwenn, nous partageons toutes les deux la même vision qui est que nous possédons tous finalement des qualités naturelles pour devenir un leader inspirant. Tu cites souvent la connexion sociale, la communication, l'empathie. Cependant, si on prend l'exemple de la communication, tu en parlais juste avant, c'est pas aussi facile finalement de se faire bien comprendre et il suffit pas d'ouvrir la bouche la plupart du temps. Non, effectivement. Et je rappelle souvent en formation qu'un outil vraiment sous-coté en communication, c'est le silence. Nous sommes une société du verbe, du bon mot, de la joute verbale. Souvenez-vous, pour réparer notre honneur jusqu'à l'époque moderne, on avait le duel. On se sentait offensé et hop, on sortait son épée. Mais à partir du moment où les duels ont été interdits, on s'est mis à pratiquer la joute verbale, comme dans le film Ridicule. Chez nous, c'est un sport national. Trouver le bon mot, faire irruption dans une conversation, convaincre, influencer le débat, placer une petite ironie mordante au bon moment, ce sont des pratiques qu'on utilise en entreprise et beaucoup en réunion. Alors pour ma part, j'enseigne d'autres pratiques de communication, notamment celles qui sont issues des cercles de parole des Indiens des Plaines. La
pire des insultes, chez les Indiens Navajo, quand ils sont réunis en cercle de discussion, c'est de couper la parole. Au point qu'on laisse de très longs silences entre les différentes prises de parole afin de s'assurer que la personne précédente a bien terminé. C'est vraiment intéressant parce que ça diminue fortement les réactions émotionnelles mal gérées et la prise de parole pulsionnelle. Alors aujourd'hui, comment ton parcours atypique continue de porter ta pratique au quotidien? Ma pratique, j'ai tendance à l'appeler de l'archéo-coaching. C'est-à-dire que je pratique une fouille avec le coaché. On va visiter strate par strate son passé, on met au jour des éléments clés de ce parcours et puis on reconstitue son histoire. Celle qui fait sens pour lui, qui fait sens donc pour lui le coaché, celle qui lui permet de se raconter avec force, avec fierté. Ma conviction, c'est qu'on est bien dans sa vie quand on est le héros de son propre récit. Je pense aussi que mon parcours, il me permet d'aborder la notion de leadership et de management, avec un mot qui fait un peu pédant, mais je dirais avec noblesse, qui est celle de l'histoire en fait. C'est-à-dire que c'est pas une mode le management, c'est pas un truc pour résoudre des problèmes de performance. Le management, pour moi, c'est une vraie passion pour l'humanité. Nous avons immensément besoin d'être ensemble, de faire partie d'un collectif. Mais on a tout à la fois le désir de briller individuellement, d'être unique. Le management, pour moi, c'est la tentative permanente de résoudre ce conflit depuis l'aube de l'humanité. Et aujourd'hui, quelles sont les problématiques que tu rencontres et que tu accompagnes finalement le plus souvent? Alors les problématiques que je rencontre sont suffisamment variées et je vais m'ajuster à chaque demande. Je dirais quand même que les demandes les plus fréquentes sont liées à 3 grandes préoccupations. La première, c'est la gestion du stress et du temps, notamment lorsque les leaders arrivent épuisés jusqu'à moi au bord du burn-out et parfois malheureusement juste après. La deuxième préoccupation, ce serait la gestion des conflits qui va nous amener à travailler les émotions, à comprendre comment bien réapprendre ses propres limites, à les faire respecter, ce que j'appelle le château fort intérieur. On va se mettre à travailler sur des techniques de communication qui vont permettre de savoir s'affirmer sans envenimer les situations. Puis la troisième demande, je dirais que c'est une recherche de charisme, savoir comment exercer un leadership d'influence positive. Souvent, on va aborder la confiance en soi, le sentiment de légitimité. Et puis bien souvent, on fait un peu de tout ça en même temps. J'ai aussi de plus en plus de demandes de comités de direction qui souhaitent que je les aide à créer une culture d'entreprise et à bien identifier leurs pratiques managériales pour bien les valoriser et pour en faire un vrai pilier de leur entreprise. Et du coup, quel est le budget pour ton accompagnement et aussi comment l'entreprise peut-elle faire prendre en charge tes différentes interventions? Alors pour les leaders, je propose des packs de coaching à partir de 2 000 €, donc pour les dirigeants et les managers, afin d'assurer une pleine et entière transformation. Concernant les séminaires, les conférences et les formations que je propose, mon premier prix est à 1 500 € la prestation. Je propose aussi des accompagnements au plus long terme qui vont associer les conférences, puis la formation complète sur site, mais aussi en ligne, et ensuite du coaching pour consolider la transformation. J'interviens régulièrement en équipe avec d'autres coachs dont j'aime beaucoup la pratique. Et puis j'ai l'avantage d'être un organisme certifié Calliope, ce qui vous permet vraiment de faire financer facilement mes dispositifs de formation. Super Nolwenn. Du coup, quels sont les 3 conseils que tu peux donner à ceux qui nous écoutent et qui souhaitent gagner en efficience au quotidien? Alors, un premier truc de gestion du temps pour cesser de subir ces mails. Alors, je vais vous provoquer, mais je vous assure qu'il faut le faire. Ne consultez plus jamais plus de 4 fois par jour votre boîte mail. Sinon, vous allez hacher votre concentration et vous allez entrer dans l'ultra-zapping. Ça signifie évidemment que l'alerte, l'urgence, ne passera pas par le mail. Pour moi, 4 fois par jour, l'urgence autrement que par mail, c'est la première étape vers une connexion raisonnable et durable en entreprise. Deuxième truc, qui serait un truc de communication, pour améliorer instantanément vos relations, écoutez 5 fois plus que vous ne parlez. Pour ça, changez votre manière d'interagir en posant beaucoup plus de questions. De cette manière, vous allez mieux découvrir l'autre, vous allez mieux comprendre ses besoins et le peu que vous direz fera vraiment mouche et sera perçu comme pertinent par votre interlocuteur. Troisième astuce, qui serait une astuce de charisme et de confiance en soi. Souvent, quand on vient me voir en disant « je manque de confiance en moi », c'est parce que l'on craint le regard que l'autre porte sur nous. Je vais vous proposer de changer de point de vue. Au lieu de chercher à diminuer cette peur du regard de l'autre, restez focus sur ce que vous souhaitez lui donner, sur ce que vous souhaitez lui apporter. En mettant votre ego en retrait, en vous intéressant plus à l'autre, vous allez susciter son intérêt, vous allez faire en sorte de le concentrer sur lui-même et du coup, vous aurez moins peur de son regard. C'est un gros boost de sérénité pour les 2 parties et vous allez très rapidement gagner en charisme, du coup en autorité. Merci Nolwenn, je te remercie beaucoup pour ces astuces. Sans oublier le silence, du coup, pour la communication. C'est moi qui te remercie, Virginie. Alors, bien entendu, tu restes disponible pour poursuivre les échanges. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur la page de notre podcast ou nous contacter directement par email ou encore remplir le formulaire sur notre site. Merci à tous. J'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast. Retrouvez également toutes nos ressources sur apostrophe.fr, onglet ressources. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.